Le jour de la fête des mères, ma mère m'a envoyé une facture de 347 000 $, le coup d'avoir élevé une déception, a-t-elle annoncé à toute la famille aux 48 membres. Alors j'ai répondu avec une photo. Le lendemain matin, 47 d'entre eux l'ont bloqué. Le 48e? C'était grand-mère. Elle a fait quelque chose de bien pire. Je suis Bianca Moore, j'ai 28 ans. Lors de la dernière fête des mères, ma mère m'a envoyé une facture de 347 000 $. L'objet du mail disait « Le coup pour élever une déception ». Elle a mis en copie les 48 membres de notre famille, chaque tante, oncle, cousin et belle-famille, de la Californie jusqu'au Maine. Elle pensait que j'allais pleurer. Elle pensait que j'allais m'excuser. Elle pensait que j'allais me recroqueviller sur moi-même, comme je le faisais toujours. Mais cette fois, j'ai répondu avec une simple photo. Le lendemain matin, 47 d'entre eux l'avaient bloqué. La 48e personne, ma grand-mère, ne l'a pas bloqué. Elle a fait quelque chose de bien pire. Avant de vous dire ce qu'était cette photo, et ce que ma grand-mère a fait, prenez un moment pour liker et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment cette histoire. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez, et quelle heure il est chez vous. Maintenant, laissez-moi commencer par le début. Je travaille comme analyste financière, dans un cabinet comptable de taille moyenne, à Boston. Les chiffres ont du sens pour moi. Ils ne mentent pas. Ils ne font pas de favoritisme. Ils ne vous disent pas une chose pour en signifier une autre. Les gens, en revanche, surtout ma famille, c'est une toute autre histoire. Mon appartement est petit, environ 55 mètres carrés à Somerville. Rien d'extraordinaire, mais c'est le mien. Je paie mon loyer moi-même depuis que j'ai 22 ans. Sans l'aide de personne. Ma sœur Vicky, de 3 ans mon aînée, vient d'acheter une maison coloniale de 4 chambres à Wellesley. Nos parents lui ont offert la compte. 80 000 $, emballé dans un joli nœud de « Nous sommes si fiers de toi ». Je l'ai appris via sa publication Instagram. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, j'ai reçu un SMS de maman. Félicitations. Avec 3 semaines de retard. Sans point d'exclamation. Quand Vicky est devenue associée junior dans son cabinet d'avocat, ils ont organisé une fête pour elle. Champagne, traiteur. Toute la famille a pris l'avion pour venir. Je ne dis pas ça pour me plaindre. J'ai cessé d'attendre quoi que ce soit de différent, il y a longtemps. On apprend à mesurer sa valeur par les choses que l'on peut contrôler. Son travail, son compte épargne, la tranquillité de son propre espace. Marcus, mon petit ami depuis 2 ans, me demande parfois pourquoi je continue d'aller aux réunions de famille. Pourquoi je décroche encore quand ma mère appelle. Pourquoi je laisse ses commentaires glisser sur moi comme de l'eau. Je n'ai jamais de bonne réponse. Peut-être qu'une partie de moi continuait d'espérer. Peut-être qu'une partie de moi pensait que, si j'essayais juste un peu plus fort, si je restais plus silencieuse, si je causais moins de problèmes, elle finirait par me regarder comme elle regarde Vicky. Travailler dans la finance m'a appris une leçon importante. Les chiffres ne mentent pas, les gens si. Je ne savais juste pas à quel point ma mère avait menti, jusqu'à l'année dernière. Le schéma a commencé bien avant que je puisse le nommer. Lors de ma remise de diplôme en 2019, j'ai traversé l'estrade de l'université de Boston, magna cum laude, diplôme de finance en main. J'ai cherché ma famille dans la foule. Papa était là, souriant, faisant signe de la main. Le siège à côté de lui était vide. Maman était tombée malade ce matin-là. Une migraine, a-t-elle dit. Trop sévère pour faire les 2 heures de route. Une semaine plus tard, elle a pris l'avion pour New York, pour la cérémonie de remise des prix du cabinet de Vicky. Elle a posté 12 photos sur Facebook. Si fière de ma brillante fille avocate. J'ai liké le post. C'est ce qu'on fait. En grandissant, Vicky était notre future avocate. J'étais la difficile. Vicky recevait des éloges pour ses notes. Moi, je recevais des questions sur pourquoi les miennes n'étaient pas plus élevées. Les réussites de Vicky étaient célébrées. Les miennes étaient attendues, ou ignorées. Papa essayait, à sa manière silencieuse. Il me tapotait l'épaule après les commentaires les plus tranchants de maman. Ta mère pense bien faire, disait-il. Elle a juste plus de mal à l'exprimer avec toi. Je le croyais, autrefois. Quand est venu le temps de l'université, Vicky et moi étions censés avoir des fonds d'études.
grand-mère et grand-père les avaient mis en place quand nous étions enfants. Le même montant pour chacune de nous. Vicky a obtenu son diplôme sans dette. J'ai obtenu le mien avec 67 000 $ de prêts étudiants. Maman m'a dit que mon fonds s'était épuisé plus vite, à cause de dépenses imprévues pendant le lycée. Le tutorat, disait-elle, les programmes d'été, des choses dont j'avais besoin. Je n'ai pas remis cela en question à l'époque. Pourquoi l'aurais-je fait? C'était ma mère. Mais les chiffres ont une façon de dire la vérité, même quand les gens ne le font pas. Et il y a 3 ans, j'ai commencé à regarder les chiffres. 2 semaines avant la fête des mères, maman a annoncé son plan. Une réunion de famille. Pas juste notre famille immédiate, tout le monde. Tous les tantes et oncles, tous les cousins, leurs conjoints et leurs enfants. 48 personnes au total, rassemblées à la ferme de grand-mère Eleanor dans le Connecticut. Cela fait trop longtemps que nous n'avons pas tous été ensemble, a dit maman dans le groupe de discussion familiale. Faisons de cette fête des mères un moment spécial. J'ai fixé mon téléphone pendant un long moment. Marcus préparait le dîner quand je le lui ai dit. Il s'est arrêté, spatule en main. Tu n'es pas obligé d'y aller, a-t-il dit. C'est ma mère. Ça ne veut pas dire que. Je sais. J'ai pris le téléphone de sa main, et je l'ai mis de côté. Je sais. Le lendemain, Vicky a appelé, douce comme du sucre. Et, donc tu viens tôt pour aider à installer, n'est-ce pas? Comme d'habitude. Comme d'habitude. Ce qui signifie que j'arrive à l'aube pour cuisiner et nettoyer, pendant qu'elle se pointe à midi avec une bouteille de vin hors de prix et une robe de créateur. Bien sûr, ai-je dit, comme d'habitude. Après avoir raccroché, je me suis assise devant mon ordinateur portable. Il y a un dossier que je garde enfoui, à 3 niveaux de profondeur. Je l'ai nommé l'assurance. Juste un mot, juste une précaution. Je ne l'avais pas ouvert depuis des mois. Cette nuit-là, je l'ai ouvert. 3 fichiers à l'intérieur, une capture d'écran, un PDF, un tableur. Je les collectionnais depuis 3 ans, depuis que j'étais tombé sur quelque chose que je n'étais pas censé voir. Je me disais que je les gardais juste au cas où, que je ne les utiliserais probablement jamais. J'ai fermé l'ordinateur et je suis allé me coucher, mais je n'arrivais pas à dormir. Quelque chose dans la façon dont maman avait annoncé ce rassemblement, l'ampleur de l'événement, le timing, la façon dont elle avait insisté pour que tout le monde soit présent, ressemblait à la mise en place de quelque chose. Je ne savais juste pas que j'étais la chute de la blague. Le matin de la fête des mères. Je suis arrivé à la ferme de grand-mère Eleanor à 7 heures. Le soleil était à peine levé. La rosée s'accrochait à l'herbe. La vieille maison coloniale blanche ressemblait à ce qu'elle avait toujours été, porche enveloppant, volets bleus, le genre de maison qui abrite des générations de souvenirs. Pas tous bons. J'ai passé les 4 heures suivantes à cuisiner, nettoyer, arranger les fleurs, dresser la longue table dans la salle à manger avec la belle porcelaine, 48 couverts, 48 serviettes en tissu, 48 chances pour que quelque chose tourne mal. Vicky est arrivée à 11h30. Elle est entrée vêtue d'une robe en soie crème, portant un bouquet de pivoine qui coûtait probablement plus cher que mon budget course mensuel. Elle a embrassé maman sur les 2 joues. Elle a complimenté les décorations, celles que j'avais installées. Tout est parfait, a-t-elle dit à maman. Tu sais surpasser. Maman a souri. J'ai eu un peu d'aide. Elle ne m'a pas regardé en le disant. À midi, la maison était pleine. Des tantes et des oncles que je voyais une fois par an. Des cousins que je connaissais à peine. Leurs enfants courant dans les couloirs, du bruit, des rires, et l'odeur du rôti que je préparais depuis l'aube. Maman se déplaçait dans la foule comme une reine, acceptant les câlins, acceptant les compliments, acceptant la lumière des projecteurs. Je suis resté près de la cuisine. Pendant la photo de famille, maman a positionné tout le monde sur les marches du porche. Elle a placé Vicky juste à côté d'elle. Quand je me suis avancé, elle m'a jeté un coup d'œil. Bianca, chérie, mets-toi au fond. Tu es plus grande. Tu vas cacher tout le monde. Je me suis mise au fond. C'est là que grand-mère Eleanor est apparue à côté de moi. Elle a serré mon coude. Sa poigne était ferme pour une femme de 78 ans. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, a-t-elle dit doucement, tiens bon. Tu m'entends? Je ne comprenais pas. Pas encore. Le toast a commencé après le déjeuner. Oncle Robert a commencé,
levant son verre au cœur de notre famille. Tante Patricia a suivi, les larmes aux yeux, parlant de sororité. Cousin après cousin s'est levé, louant les mères, louant maman spécifiquement, louant la femme qui a tout sacrifié. Je suis restée silencieuse. J'avais appris il y a longtemps que ma voix n'était pas désirée dans ces moments-là. Puis maman s'est levée. Elle a lissé sa robe lavande. Elle a pris son verre de vin. La pièce est devenue silencieuse, avec une révérence bien rodée. Merci à tous d'être ici, a-t-elle commencé. Sa voix portait ce ton chaleureux et répété, celui qu'elle utilisait pour son public. Être mère est le travail le plus gratifiant au monde, mais aussi le plus difficile. Des murmures d'approbation ont parcouru la salle. J'ai été béni avec deux filles très différentes. Elle a fait une pause, laissant le poids des mots s'installer. L'une qui m'a rendu fier chaque jour, et l'une qui m'a mise à l'épreuve. Les regards se sont tournés vers moi. Je les sentais comme une brûlure. J'ai longuement réfléchi à la façon d'exprimer ce que la maternité signifie vraiment, les sacrifices que nous faisons, les coups que nous supportons. Elle a mis la main dans sa poche et a sorti son téléphone. Alors, j'ai préparé quelque chose de spécial. Un cadeau, pourrait-on dire, pour vous tous, et pour une fille en particulier. Son pouce a bougé sur l'écran. Autour de la pièce, les téléphones ont commencé à vibrer. Digne, après digne, après digne. 48 notifications en succession rapide. Je veux que tout le monde voie exactement ce que cela a coûté, a dit maman, ses yeux trouvant les miens. D'élever une déception. La pièce s'est figée, et dans ce silence, j'ai compris ce que grand-mère Eleanor avait essayé de me dire. Ce n'était pas une réunion de famille. C'était une exécution. 48 téléphones se sont allumés simultanément. J'ai regardé les mains attraper les appareils, j'ai vu les visages se pencher vers les écrans, j'ai vu les expressions passer de la curiosité, au malaise, puis au choc. L'objet de l'email, le coup pour élever une déception. Le corps du message, un tableur détaillé, 28 ans de mon existence, réduit à des lignes comptables. Frais de naissance à l'hôpital, 12 400 $. Couche, les 2 premières années, 2 800 $. Vêtements d'enfance, 15 600 $. Appareil dentaire, 8 000 $. Camp d'été, 4 500 $. Première voiture, 12 000 $. Chambre et pension à l'université, 48 000 $. Facture de téléphone portable, 8 400 $. Et ainsi de suite. 347 000 $. Maman a lu des sélections à voix haute, sa voix portant à travers la pièce silencieuse. Orthodontie, 8 000 $. Dit-elle jamais merci? Fête d'anniversaire, 1 200 $ sur 18 ans. En a-t-elle jamais apprécié une seule? Quelqu'un a ri nerveusement. Quelqu'un d'autre a bougé sur sa chaise. Je suis resté figé près de la porte de la cuisine. 48 paires d'yeux sur moi. Certains apitoyés, certains amusés, certains détournant le regard par malaise. C'est ce que coûte une enfant ingrate, a continué maman. C'est à cela que ressemble la déception, en dollars et en centimes. Elle avait encadré une copie imprimée, littéralement encadrée, dans un cadre doré assorti à la déco de grand-mère. Elle a marché vers la cheminée et l'a accrochée au-dessus, juste à côté du portrait de famille. Un rappel, a-t-elle dit en se retournant pour me faire face. Pour nous tous. La pièce attendait que je pleure, que je m'excuse, que je me fasse toute petite. Je l'avais déjà fait auparavant. À chaque réunion de famille, chaque fête, chaque appel téléphonique, j'avais avalé l'humiliation et souri à travers elle. Mes mains auraient dû trembler. Ce n'était pas le cas, car enfoui dans mon téléphone se trouvait un dossier nommé « Assurance », et maman venait de me donner la permission de l'ouvrir. Pendant 10 secondes, je n'ai pas bougé. J'ai laissé le silence s'étirer. J'ai laissé maman se prélasser dans ce qu'elle pensait être une victoire. J'ai laissé la pièce retenir son souffle collectif, attendant le scénario familier. Bianca s'excuse. Bianca pleure. Bianca met tout le monde mal à l'aise. Et maman joue la mère qui souffre depuis longtemps. J'ai joué ce rôle pendant 28 ans. Pas aujourd'hui. Mon esprit a vu défiler des souvenirs. Chaque Noël où mes cadeaux étaient des arrière-pensées. Chaque bulletin scolaire qui valait des critiques au lieu d'éloges. Chaque fois que j'avais dit « je suis désolé » d'exister d'une manière qui la dérangeait. J'ai pensé aux nuits passées dans mon appartement,
à fixer des rapports de crédit que je ne comprenais pas. Les appels avec les agents du fisc à propos de déclarations d'impôts que je n'avais jamais déposées. Les demandes d'appartements rejetées à cause d'un score de crédit que je n'avais jamais mérité. J'ai pensé au dossier sur mon téléphone. 3 fichiers. 3 années de documentation silencieuse. 3 chances de prouver que le récit de la déception n'était pas seulement injuste. C'était une couverture. J'ai regardé autour de la pièce. Vicky chuchotait quelque chose à son mari, un sourire en coin sur le visage. Papa fixait son assiette. Grand-mère Eleanor était assise parfaitement immobile, ses yeux sur moi. Elle m'a fait le plus petit signe de tête. Ma main est allée vers mon téléphone. Je l'ai ouvert, j'ai navigué passé l'écran d'accueil, passé les applications, passé les dossiers. Il était là. Assurance. 3 fichiers à l'intérieur, une capture d'écran, un PDF, un tableur. Mon cœur était calme, ma respiration était régulière. Maman, ai-je dit. Ma voix a tranché le silence comme une lame. Puisque nous partageons des chiffres aujourd'hui, j'en ai quelques-uns à moi. Le sourire en coin sur son visage a vacillé. Qu'est-ce que tu fais, a-t-elle demandé. J'ai souri, le premier sourire sincère que j'avais porté de toute la journée. J'équilibre les comptes. J'ai marché vers le centre de la pièce. Chaque pas résonnait contre le parquet en bois dur. Les conversations s'étaient complètement éteintes. Même les enfants dans le couloir s'étaient tus, sentant quelque chose dans l'air. Gardez vos téléphones à portée de main, ai-je dit. Ma voix était stable, professionnelle, le même ton que j'utilisais lors des présentations clients. Parce que je suis sur le point de vous envoyer quelque chose aussi. Bianca, le ton de maman avait changé, une pointe d'avertissement. Ce n'est pas le moment. En fait, c'est le moment parfait. Je me suis arrêté à côté d'elle, assez près pour voir le mascara qu'elle avait soigneusement appliqué. Assez près pour voir la première lueur de peur sous sa confiance. Tu as calculé ce que je t'ai coûté, maman. Il semble juste que je calcule ce que tu m'as coûté. J'ai ouvert mon application mail, sélectionné les 48 contacts familiaux. Bianca, quoi que tu penses faire. Je fais exactement ce que tu m'as appris. Je l'ai regardé, j'ai soutenu son regard. Je montre les reçus. J'ai appuyé sur envoyer. Le cœur familier des sons de notification a rempli la pièce. Digne, digne, digne. L'un après l'autre, se propageant dans la foule comme des dominos qui tombent. Le visage de maman a légèrement pâli. Qu'est-ce que tu viens d'envoyer? La vérité. J'ai glissé mon téléphone dans ma poche. Tu as des chiffres, maman. J'ai des documents. Un mouvement a attiré mon regard. Grand-mère Eleanor s'était levée de sa chaise, mais elle ne bougeait pas pour arrêter ça. Elle tirait son siège plus près. Premier rang. Quelques parents ouvraient déjà l'email. J'ai vu leurs expressions changer. Confusion d'abord, puis autre chose. Oncle Robert a été le premier à lever les yeux vers maman avec un genre d'expression différent. Linda, a-t-il dit lentement. C'est quoi ça? Le calme de maman s'est fissuré juste un instant. La performance était sur le point de devenir intéressante. Maintenant, avant que je ne vous montre exactement ce qu'il y avait dans cet email, je dois demander, combien d'entre vous ont un dossier comme le mien? Des preuves que vous avez collectées, en espérant ne jamais avoir à les utiliser. Laissez un 1 dans les commentaires si vous savez exactement de quoi je parle. Et si vous regardez ça tard le soir, incapable de dormir parce que les drames familiaux vous tiennent éveillé, vous n'êtes pas seul. Cliquez sur s'abonner et traversons cela ensemble. Ok, retour à cette salle à manger. L'email contenait 3 pièces jointes. J'ai commencé par la première. Maman, tu m'as facturé pour mon éducation universitaire dans ta petite facture. Chambre et pension, manuel, frais de vie. J'ai fait une pause. Mais voilà le truc. J'ai payé l'université moi-même. 67 000 $ de prêts étudiants. Je les paie encore. Des murmures ont parcouru la pièce. C'est parce que mon fonds universitaire s'est épuisé, n'est-ce pas? C'est ce que tu m'as dit. J'ai affiché le PDF sur mon téléphone, projetant un calme que je ne ressentais pas entièrement. Sauf que je travaille dans la finance maintenant, et je sais comment tracer l'argent. Je me suis tourné pour faire face à la salle. Grand-mère et grand-père Harrison ont mis en place des fiducies d'études pour Vicky et moi quand nous étions enfants.
Même montant, 89 000 $ chacune. J'ai laissé ce chiffre pénétrer les esprits. Vicky a utilisé la sienne. Diplômée sans dette. J'ai pointé l'écran affiché sur mon téléphone. Ma fiducie a été retirée en totalité le 3 août 2016, un mois avant que je commence l'université. L'argent a été transféré sur un compte appartenant à Linda Moore. La main de tante Patricia est allée à sa bouche. 89 000 $, ai-je répété. Parti sur le compte personnel de maman. Une semaine plus tard, j'ai balayé vers le document suivant. Elle a acheté une nouvelle Lexus, content. Cet argent était pour les dépenses familiales. La voix de maman s'est élevée, défensive. Tu ne comprends pas. Je comprends les relevés bancaires. J'ai gardé une voix posée. Je comprends les virements électroniques. Je comprends que tu as volé mon fonds d'études et que tu m'as laissé me noyer dans les dettes pendant que tu conduisais une voiture de luxe. Papa s'est levé lentement de sa chaise. Son visage était devenu pâle. Linda, a-t-il dit doucement. Est-ce vrai? Maman a ouvert la bouche pour répondre, mais je n'avais pas encore fini. Ce n'est que le début, ai-je dit. La pièce était devenue plus froide, d'une certaine manière. Ou peut-être était-ce juste la façon dont les gens regardaient maman maintenant, avec moins de sympathie, plus de méfiance. J'ai ouvert la deuxième pièce jointe, un tableur. Ces 2 dernières années, j'ai reçu des lettres étranges de l'IRS, des audits, des avis concernant des divergences. Au début, je pensais que c'était une erreur. J'ai fait défiler le document. Puis, j'ai engagé un expert comptable pour creuser plus profondément. J'ai tourné le téléphone pour que les gens à proximité puissent voir l'écran. Des colonnes de chiffres, des dates, des déclarations. De 2018 à 2024, maman m'a déclaré comme personne à charge sur ses impôts fédéraux, 6 années consécutives. Le cousin Michael a froncé les sourcils. Et alors? Les parents déclarent leurs enfants tout le temps. J'avais 22 ans en 2018, ai-je dit. Je vivais dans mon propre appartement, payant mon propre loyer, ma propre assurance, mon propre tout. Je n'ai été la personne à charge de personne depuis mes 21 ans. L'implication a atterri. Je l'ai vue se répandre sur les visages. Chaque année, elle a reçu entre 4 000 et 6 000 $ d'avantages fiscaux en me réclamant. J'ai fait le calcul à voix haute. Total approximatif, 32 000 $ de fraude fiscale en utilisant mon numéro de sécurité sociale. C'est un crime fédéral. Oncle George, un comptable à la retraite lui-même, a pris la parole, la voix sombre. Je sais. J'ai regardé maman. J'ai dû engager un expert comptable pour nettoyer le gâchis. 3 400 $ de ma propre poche pour réparer ce que tu as fait. Les mains de papa agrippaient le bord de la table. Linda, tu m'as dit que Bianca était d'accord avec cet arrangement. Richard, reste en dehors de ça, mais c'était trop tard pour ça. La salle changeait. Le récit changeait, et j'avais encore un fichier à leur montrer. J'ai laissé le silence s'installer. Maman me regardait différemment maintenant. La confiance avait disparu. À sa place se trouvait quelque chose que j'avais rarement vu sur son visage. L'incertitude. Il y a encore une chose, ai-je dit doucement. Je n'ai pas encore ouvert le 3e fichier. À la place, je lui ai posé une question. Maman, tu te souviens quand j'ai postulé pour mon premier appartement après l'université, celui à Cambridge? Elle n'a pas répondu. J'ai été rejeté. Le propriétaire m'a dit que mon score de crédit était de 520. J'avais 22 ans avec un score qui disait que j'étais un désastre financier. J'ai fait une pause. Je n'avais jamais manqué un paiement de ma vie. Je n'avais jamais eu de carte de crédit. La compréhension s'est faite sur quelques visages autour de la pièce. Alors, j'ai sorti mon rapport de crédit et savez-vous ce que j'ai trouvé? J'ai ouvert la 3e pièce jointe. Relevé bancaire, demande de carte de crédit, tous portant mon nom. 3 cartes de crédit ouvertes en 2016, 2017 et 2018. Toutes utilisant mon nom et mon numéro de sécurité sociale, tout au plafond. J'ai laissé le chiffre tomber comme un marteau. 47 000 $ de dettes sur mon dossier pour des achats que je n'ai jamais faits. Tante Martha a eu le souffle coupé. C'est une usurpation d'identité, a dit oncle George platement. Linda, c'est un crime fédéral. Il m'a fallu 4 ans pour blanchir mon nom, ai-je continué. 2 avocats,
des centaines d'heures au téléphone, mais j'ai tout gardé, chaque document, chaque relevé, chaque pièce à conviction. Un mouvement au bord de la pièce. Vicky se levait, attrapant son sac à main. Assieds-toi, Vicky. Elle s'est figée. Tu ne vas nulle part. J'ai croisé son regard. Parce que pour l'une de ces cartes de crédit, les relevés étaient expédiés à ton adresse. La couleur a quitté le visage de ma sœur. Je ne savais pas. Vicky a commencé. Ne fais pas ça. Ma voix était calme, froide. J'ai les reçus d'expédition, ton adresse, ta signature sur les confirmations de livraison. La pièce s'est tournée pour regarder ma sœur, l'enfant doré, celle qui ne pouvait rien faire de mal. Tu as reçu des colis à mon nom pendant 3 ans. Des sacs de créateurs, de l'électronique, des bijoux. J'ai affiché un reçu particulier. Y compris une bague de fiançailles, 8400 $, facturée sur une carte à mon nom. Le mari de Vicky, Derek, a fixé sa main, le diamant scintillant sous les lumières de la salle à manger. Tu as porté mon identité volée à ton mariage, ai-je dit. Le savais-tu, ou ne voulais-tu simplement pas le savoir? La voix de Vicky s'est brisée. Maman a dit que c'était une urgence. Elle a dit que tu ne le découvrirais pas. Je ne pensais pas qu'une urgence durait 4 ans. Acheter des sacs Gucci était une urgence? Tante Patricia s'est levée de son siège, le visage livide. Victoria, comment as-tu pu? Je ne savais pas que c'était illégal. Le calme de Vicky a volé en éclats. Des larmes coulaient sur son visage. Des vraies, peut-être. Ou peut-être juste la performance qu'elle avait apprise de maman. Elle m'a dit que Bianca ne vérifierait jamais. Elle m'a dit. Elle t'a dit de l'aider à me voler. J'ai fini la phrase. Et tu l'as fait. Les murmures s'étaient transformés en conversation ouverte maintenant. Les parents se parlaient, les voix s'élevaient, certains sous le choc, certains en colère, certains déjà debout, attrapant manteaux et clés de voiture. Mais il y avait encore une chose. La capture d'écran. Je ne l'avais pas encore ouverte. Celle que je gardais depuis 3 ans. Celle qui expliquait tout. J'ai regardé ma mère. Elle était pâle maintenant, tremblante. Il y a encore un fichier, ai-je dit. Mais celui-ci. Celui-ci est le gros morceau. Maman a vu le changement dans la pièce. Elle sentait que tout lui échappait. Alors, elle a fait ce qu'elle avait toujours fait. Elle a changé de tactique. Ses épaules ont commencé à trembler. Ses yeux ont brillé de larmes. Elle a pressé une main sur sa poitrine comme si elle avait du mal à respirer. Je ne peux pas croire ça, a-t-elle dit, sa voix se brisant magnifiquement. J'ai tout donné à cet enfant. Tout. Et c'est comme ça qu'elle me rembourse. Quelques parents ont hésité. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Nous sommes entraînés dès la naissance à réconforter une mère qui pleure. J'ai fait des erreurs, oui, mais je l'ai fait pour la famille. Tout ce que j'ai fait, c'était pour la famille. Elle a tendu la main vers le bras de papa. Richard, dis-leur. Dis-leur que je voulais seulement ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Papa est resté rigide. Sa mâchoire travaillait silencieusement. Il n'a pas bougé vers elle. Maman s'est tournée vers grand-mère Éléanore. Maman, s'il te plaît, dis quelque chose. Tu me connais. Tu sais que je ne suis pas un monstre. Grand-mère Éléanore est restée assise. Son visage était de marbre. J'écoute, Linda, a-t-elle dit doucement. J'écoute tout. Le désespoir de maman se voyait maintenant. La performance se fissurait au bord. Bien. Sa voix s'est durcie. Quelque chose de dangereux a vacillé dans ses yeux. Tu veux jouer à ce jeu, Bianca? Tu veux laver le linge sale devant tout le monde? Elle a fait un pas vers moi. Prêt. Trop près. Alors parlons de pourquoi, a-t-elle sifflé. Parlons de pourquoi je t'ai traité différemment toute ta vie. Il y a des choses que tu ne sais pas. Des choses dont je t'ai protégé. Un avertissement. Une menace. Il y a des choses à ton sujet, petite fille, qui changeraient tout. Elle pensait qu'elle avait encore un levier. Elle pensait que son secret était plus grand que le mien. Elle avait tort. Tu as raison, maman. J'ai dit. Il y a quelque chose que je ne sais pas, ou que je ne savais pas jusqu'à il y a 3 ans.
Les yeux de maman se sont légèrement écarquillés, juste une fraction. De quoi parles-tu? Il y a 3 ans, j'étais à l'appartement de Vicky. Elle a laissé son téléphone sur le comptoir de la cuisine pendant qu'elle allait prendre un appel. Un message est arrivé. J'ai gardé ma voix égale. De toi. La couleur quittait le visage de maman maintenant. Je n'allais pas le lire, mais ton nom était là, et l'aperçu montrait quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. Bianca. Sa voix était un avertissement. Alors, j'ai fait une capture d'écran. Ne fais pas ça. Et je l'ai depuis 3 ans. J'ai sorti mon téléphone. 3 ans que tu m'humilies à chaque fête, chaque anniversaire, chaque réunion de famille. 3 ans à avaler tes insultes et à ne rien dire. Le calme de maman a finalement craqué. La vraie peur se lisait dans ses yeux. Je ne l'ai jamais utilisé, ai-je continué. Je me suis dit que je ne le ferais jamais. Que ce n'était pas mon secret à révéler. Que peut-être. Peut-être que tu avais une raison d'être comme tu es. S'il te plaît. Le mot est sorti brisé. S'il te plaît, Bianca. Quoi que tu penses savoir. Je ne suis pas venu ici aujourd'hui en prévoyant de faire ça. Ma voix était stable. Mais toi si, maman. Tu as planifié tout ça. Tu voulais m'humilier devant tout le monde. Tu voulais faire de moi la méchante de ton histoire. J'ai levé mon téléphone. Alors maintenant, je vais dire la vérité. Si tu m'as jamais aimé. Maman a commencé. Aimé? J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. J'ai passé toute ma vie à essayer de gagner ton amour. Il s'avère que je n'ai jamais eu aucune chance. J'ai ouvert l'application Mail, sélectionné les 48 contacts, joint la capture d'écran. Mon pouce a plané sur Envoyer. C'est pour ça, ai-je dit doucement. C'est pour ça que tu me détestes depuis le jour de ma naissance. J'ai appuyé sur Envoyer. Les notifications ont éclaté. 48 téléphones, 48 dignes. L'un après l'autre, une cascade d'alertes numériques qui remplissait la pièce silencieuse comme des coups de feu. Maman s'est jetée vers moi. Supprime-le. Fais-leur supprimer. Sa voix était rauque, désespérée. Oncle Robert a attrapé son bras. Linda, arrête. Mais tout le monde regardait déjà, lisait déjà. J'ai observé leur visage alors que la capture d'écran chargeait sur leurs écrans. Confusion d'abord, puis la lente aube de la compréhension, puis le choc. La main de tante Patricia a volé à sa bouche. Oncle George s'est assis lourdement. Le cousin Michael a laissé tomber son téléphone entièrement. La capture d'écran était un SMS de Linda Moore à Victoria Moore. Daté du 15 juillet 2023. Il disait, celle-ci n'est pas l'enfant biologique de Richard. Ne le dis à personne. S'il l'apprend, il divorcera et je perdrai tout. La pièce est devenue absolument silencieuse. Puis papa a parlé. Linda. Sa voix était à peine un murmure. C'est quoi ça? Maman tremblait. Toute couleur disparut de son visage. Ce n'est pas je peux expliquer. Ce n'est pas ce que c'est. C'est vrai? La question a flotté dans l'air. 28 ans de mariage. 28 ans à aimer une fille qui pourrait ne pas être la sienne. Maman ne pouvait pas parler. C'est Vicky, traîtresse ironique, qui l'a confirmé. C'est réel, a-t-elle dit doucement. Sa voix était creuse. Elle me l'a envoyé il y a 3 ans. Elle m'a fait promettre de ne jamais rien dire. Papa a fait un bruit d'animal blessé. Il s'est tourné et a marché vers la porte. Richard. Maman a tendu la main vers lui. Il ne s'est pas retourné. La porte d'entrée s'est ouverte, fermée. J'ai entendu le moteur de sa voiture démarrer, je l'ai entendu s'éloigner, et se tenant dans les décombres de sa propre création, ma mère m'a enfin regardé, pas avec colère, mais avec quelque chose de pire. La peur. Le silence qui a suivi ne ressemblait à rien de ce que j'avais vécu. 47 personnes traitaient la même information simultanément. 28 ans d'histoire familiale réécrit en un seul SMS. Je n'étais pas la fille biologique de Richard Moore, l'homme qui m'avait appris à faire du vélo, qui m'avait aidé pour mes devoirs de maths, qui m'avait accompagné à l'école mon premier jour. Il n'était pas mon père biologique. Et ma mère le savait depuis le début. Soudain, tout prenait sens, le traitement différentiel, la critique constante,
la façon dont elle me regardait, comme si j'étais un rappel de quelque chose qu'elle voulait oublier. Je n'étais pas une déception. J'étais une preuve. Tu as passé 28 ans à me punir, ai-je dit doucement. Pas parce que je n'étais pas assez bien, mais parce qu'à chaque fois que tu me regardais, tu voyais ta propre erreur. La bouche de maman s'est ouverte, fermée, ouverte à nouveau. J'avais 17 ans, a-t-elle finalement dit. 17 ans et stupide. C'était une fois. Je me fiche de ce qui s'est passé il y a 29 ans. Ma voix était stable. Je me soucie de ce qui s'est passé chaque jour après. Chaque insulte, chaque comparaison avec Vicky, chaque fois que tu m'as fait me sentir sans valeur. Grand-mère Eleanor s'est levée de sa chaise. Elle a bougé lentement vers maman. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait réconforter sa fille. Au lieu de cela, elle s'est arrêtée à 1 mètre et l'a regardée avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Le dégoût. Je m'en doutais, a dit Eleanor doucement. Pendant des années, je me suis douté que quelque chose n'allait pas. La façon dont tu traitais cette fille. Elle a secoué la tête. Mais je n'avais jamais imaginé ça. Maman, s'il te plaît. 28 ans, a continué Eleanor. Tu as menti à tout le monde. À Richard, à toute la famille. Elle a fait une pause. À moi. Maman a commencé à pleurer. De vraies larmes maintenant. Je pouvais faire la différence. Mais personne n'a bougé pour la réconforter. La pièce s'est fracturée. Les gens ont commencé à bouger tous en même temps. Les voix se chevauchaient. Chuchotements choqués, questions colériques, le raclement des chaises repoussées. Je ne peux pas croire ça. 28 ans de mensonges. Pauvre Richard. Mon Dieu, pauvre Richard. Tante Patricia a attrapé son sac à main et s'est dirigée vers la porte sans un mot. Oncle George a suivi, secouant la tête. La cousine Bette était déjà sur son téléphone, probablement en train d'appeler quelqu'un qui n'était pas venu à la réunion. Ceux qui restaient regardaient maman différemment maintenant. Pas avec la déférence qu'elle avait cultivée pendant des décennies, mais avec quelque chose proche de la répulsion. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour cette famille, a crié maman. Son calme avait complètement disparu. Le mascara coulait sur ses joues en rivière noire. Je nous ai gardés ensemble. J'ai protégé tout le monde de la vérité. Tu t'es protégé toi-même, a corrigé tante Martha doucement. C'est tout ce que tu as toujours fait, Linda. Autour de la pièce, les téléphones vibraient. L'exode avait commencé dans le groupe de discussion familiale aussi. J'ai aperçu des choses par-dessus les épaules. Les gens quittaient la conversation, bloquaient les contacts, tapaient des messages furieux. Maman s'est jetée sur mon téléphone. Supprime-le. Fais-leur tout supprimer. Oncle Robert et Derek l'ont retenu. Je suis resté immobile au centre de tout ça, regardant 28 ans de mensonges soigneusement construits s'effondrer en temps réel. Puis j'ai senti une main sur mon épaule. Douce, chaude. Grand-mère Eleanor. Viens avec moi, a-t-elle dit doucement. Elle m'a guidé à travers le chaos. Passer des parents qui tendaient la main pour toucher mon bras. Passer des cousins qui disaient des choses comme « je suis tellement désolé » et je n'avais aucune idée. Nous nous sommes arrêtés près de la porte d'entrée. À travers la vitre, je pouvais voir que l'allée se vidait, les voitures partant les unes après les autres. Tu es toujours ma petite fille, a dit Eleanor fermement. Sans ou pas sans. Ça ne change pas. Je l'ai cru. J'ai trouvé papa sur le parking. Sa voiture était toujours là, moteur tournant. Il n'avait pas dépassé le bout de l'allée. À travers le pare-brise, je pouvais le voir assis, immobile, les 2 mains sur le volant, fixant le vide. J'ai frappé à la fenêtre passager. Il n'a pas répondu au début. Puis lentement, comme se réveillant d'un rêve, il s'est penché et a déverrouillé la porte. Je me suis glissé sur le siège à côté de lui. Nous sommes restés assis en silence. Le soleil de fin d'après-midi jetait de longues ombres sur le capot. À l'intérieur de la maison, je pouvais encore entendre des voix étouffées, des disputes, des pleurs. Je suis désolé, ai-je finalement dit. Papa s'est tourné pour me regarder. Ses yeux étaient rouges. Ne fais pas ça, a-t-il dit. N'ose pas t'excuser. Tu n'as rien fait de mal. Je n'ai jamais voulu te blesser. Il a ri. Un son brisé, douloureux. 28 ans,
a-t-il dit. 28 ans que je t'aime. Changer tes couches. Appris à conduire. Aider à emménager dans ton dortoir. Sa voix s'est brisée. L'ADN ne change pas ça. J'ai senti les larmes piquer mes yeux. Les premières de toute la journée. Tu es toujours mon papa, et tu es toujours ma fille. Il s'est penché et a serré ma main. C'est la seule chose dont je suis sûr en ce moment. Quoi qu'il arrive d'autre, ça ne change pas. Nous sommes restés là un long moment, père et fille, liés par quelque chose de plus fort que la biologie. Je dois y aller, a-t-il finalement dit. Je ne peux pas être dans cette maison en ce moment. Je ne peux pas la regarder. Je sais. Il m'a attiré dans une étreinte, maladroite par-dessus la console centrale, mais féroce. Tu as été plus courageuse que moi aujourd'hui, a-t-il dit dans mes cheveux. Tu as été plus courageuse que je ne l'ai jamais été. Puis il m'a lâché, a mis la voiture en marche, et est parti. Je suis retourné dans la maison. La foule s'était considérablement réduite. Peut-être 15 personnes restaient, la plupart ayant l'air sous le choc et incertaines de devoir rester ou partir. La facture encadrée pendait toujours au-dessus de la cheminée, un monument à la cruauté de maman qui semblait maintenant presque pathétique. Maman était assise seule sur le canapé. Ses cheveux s'étaient détachés de sa coiffure soignée. Son maquillage était détruit. Elle semblait plus petite, d'une certaine façon, comme si la révélation l'avait physiquement diminuée. Pour la première fois, je ne voyais pas le tyran qui avait régné sur mon enfance. Je voyais une femme de 54 ans dont la vie entière venait de s'effondrer. J'aurais dû me sentir victorieuse. Ce n'était pas le cas. Elle a levé les yeux alors que j'approchais. Ses yeux étaient vides. « Es-tu heureuse maintenant ?» Sa voix était rauque. « Tu as tout détruit. » »« Non, maman. » Je me suis assise dans le fauteuil en face d'elle. « Tu as fait ça il y a 28 ans. J'ai juste arrêté de t'aider à le cacher. » Un sanglot lui a échappé, brut et laid. « J'avais 17 ans, a-t-elle redit. J'avais tellement peur quand j'ai réalisé que j'étais enceinte et que ce n'était peut-être pas de Richard. J'ai paniqué. J'ai pensé que si je ne le disais jamais à personne. Tu as pensé que si tu faisais en sorte que tout le monde me déteste d'abord, personne ne me croirait quand la vérité éclaterait. Elle ne l'a pas nié. Chaque fois que tu me regardais, tu voyais ton erreur, ai-je continué. Alors, tu as passé presque 3 décennies à essayer de me faire disparaître. Faire de moi le problème, la déception. Celle qui ne manquerait à personne si j'arrêtais juste de venir. Maman a couvert son visage avec ses mains. Je ne savais pas comment me protéger autrement, a-t-elle chuchoté. En me détruisant ? Elle n'avait pas de réponse à ça. Personne ne le fait jamais. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Je veux que tu comprennes quelque chose, ai-je dit doucement. Je n'ai pas fait ça pour te détruire. Je l'ai fait parce que j'avais besoin de la vérité. 48 personnes avaient besoin de savoir que je ne suis pas la déception que tu as prétendu que j'étais. Maman a levé les yeux, le mascara strié, brisé. Papa avait besoin de savoir pourquoi tu me traitais de cette façon. Et toi? J'ai fait une pause. Tu avais besoin de savoir que j'avais cette preuve depuis 3 ans. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. 3 ans, ai-je répété. 3 ans que tu m'humilies à chaque fête, chaque anniversaire, chaque appel téléphonique, et je n'ai jamais dit un mot. Je me suis penché en avant. Je ne l'ai utilisé aujourd'hui que parce que tu m'as forcé la main devant tout le monde avec ta petite facture. L'ironie ne lui a pas échappé. J'ai pu le voir s'inscrire sur son visage. À partir de maintenant, ai-je continué, je n'ai pas besoin que tu me reconnaisses. Je n'ai pas besoin que tu m'aimes. J'ai cessé d'attendre cela il y a longtemps. Je me suis levé. Je n'ai besoin que d'une chose de ta part. Laisse-moi tranquille. C'est ma limite. Respecte-la. Tu ne peux pas juste. Je peux. Ma voix était toujours enveloppée de soie. Et si tu la franchis, si tu te présentes à ma porte, ou contactes mon employeur, ou essaies d'empoisonner quelqu'un d'autre contre moi, la prochaine conversation ne sera pas devant la famille. J'ai soutenu son regard. Elle sera avec l'IRS et la police. Usurpation d'identité, fraude fiscale, vol de mon fonds d'études. J'ai tout documenté. Le visage de maman est devenu blanc. J'ai marché vers la porte.
Au revoir, maman. Elle ne m'a pas rappelé. Pour la première fois en 28 ans, mes mains ne tremblaient pas. Elles étaient parfaitement immobiles. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'ai besoin de savoir, avais-je raison de tout exposer devant toute la famille, ou aurais-je dû gérer cela en privé? Laissez un commentaire avec le public ou privé et dites-moi pourquoi. Aussi, pouvons-nous parler de grand-mère Eleanor une seconde? Elle a été bizarrement calme tout ce temps. Et ce qu'elle a fait ensuite a tout changé. Mais d'abord, si cette histoire vous touche différemment ce soir, abonnez-vous. Nous n'avons pas encore fini. Retour à cette nuit-là. Marcus m'attendait quand je suis rentré à la maison. Il n'a pas posé de questions tout de suite. Il m'a juste serré dans ses bras pour un câlin qui a duré 3 minutes entières, puis m'a fait du thé et s'est assis à côté de moi sur le canapé. Je lui ai tout raconté. Quand j'ai fini, je me suis enfin autorisé à regarder mon téléphone. Je l'avais évité sur le trajet du retour. Les notifications étaient accablantes. Le groupe de discussion familiale était un chaos. Message après message, les gens partageant leur choc, leur colère, leur soudaine clarté sur des années à être témoins du comportement de maman sans jamais le remettre en question. Et puis les blocages ont commencé à apparaître. Un par un, les membres de la famille retiraient Linda Moore de leurs contacts, quittaient les groupes de discussion, se désabonnaient sur les réseaux sociaux. À minuit, j'en ai compté 47. Les messages privés inondaient ma boîte de réception. Je n'avais aucune idée. Je suis tellement désolé de ne jamais être intervenu, tante Martha. Tu as été si courageuse aujourd'hui. J'aimerais avoir la moitié de ton courage, cousine Bette. J'ai toujours pensé que quelque chose clochait. J'aurais dû faire confiance à mon instinct, oncle George. Celui qui m'a fait pleurer venait de tante Patricia, la propre sœur de maman. Je t'ai laissé tomber, ma chérie. Pendant 28 ans, j'ai regardé et je n'ai rien dit. Cela s'arrête aujourd'hui. J'ai fait défiler chaque message, chaque excuse, chaque expression de soutien qui arrivait des décennies trop tard, mais qui comptait quand même. Marcus a pointé mon écran. Et la 48e personne? Ta grand-mère? J'ai vérifié. Pas de blocage de la part d'Eleanor, mais il y avait un SMS envoyé à 23h47. J'ai besoin de te voir demain. 9h ma maison. Viens seul. J'ai fixé ces mots. Quelque chose se passait. Quelque chose au-delà des retombées immédiates. Quoi que grand-mère Eleanor prévoyait, elle y pensait clairement depuis le moment où cette capture d'écran était apparue sur les téléphones de tout le monde, peut-être même avant. Peut-être que la ferme de grand-mère Eleanor semblait différente à la lumière du matin, plus calme, plus vide. Les restes du chaos d'hier avaient été nettoyés. Les tables débarrassées, les chaises remises à leur place, la facture encadrée notablement absente de la cheminée. La porte d'entrée était ouverte. J'ai marché à travers le couloir familier jusqu'au bureau à l'arrière de la maison. Grand-mère Eleanor était assise derrière son bureau en chêne. Des papiers étaient étalés devant elle, des documents à l'aspect officiel couverts de paragraphes denses et de signatures. Elle n'était pas seule. Un homme en costume gris se tenait à côté d'elle. Je l'ai reconnu. Thomas Jameson, l'avocat chargé de la succession de la famille. Je l'avais rencontré une fois aux funérailles de grand-père. « Assieds-toi, ma chère », a dit grand-mère. J'ai pris la chaise en face d'elle. Mon cœur battait plus vite que je ne le voulais. « Je n'ai pas bloqué ta mère », a dit Eleanor directement. « Veux-tu savoir pourquoi ? » Oui. Parce que la bloquer aurait été une gentillesse. Sa voix était de fer. Ce que j'ai fait à la place, c'est permanent. Elle a glissé un document sur le bureau vers moi. À 2h17 ce matin, j'ai appelé Thomas, je l'ai réveillé d'un sommeil de plomb. À 4h, nous avions finalisé de nouveaux papiers. Elle a tapoté le document. Mon testament a été changé. J'ai regardé le papier. Le langage juridique nageait devant mes yeux. Je ne comprends pas. Ta mère était initialement prévue pour recevoir 35% de ma succession. Cela a été réduit à 5%. Les yeux d'Eleanor ont rencontré les miens. Juste assez pour qu'elle ne puisse pas contester le testament au motif d'avoir été complètement déshéritée. Mon souffle s'est coupé. Ta part est passée de 10% à 30%. Elle a fait une pause. La part de ton père reste la même. Il est une victime là-dedans, aussi. Grand-mère,
je ne m'attendais pas à. Je sais. Sa voix s'est adoucie. C'est précisément pour ça que tu le mérites. Thomas Jameson s'est raclé la gorge. Pour plus de clarté, Madame Harrison a redistribué sa succession comme suit. Merci, Thomas. Je vais expliquer. Grand-mère Eleanor a repris le document. Ce n'est pas une question de punition. C'est une question de justice. Elle s'est levée et a marché vers la fenêtre, regardant la propriété, des hectares de terres agricoles du Connecticut qui étaient dans notre famille depuis 3 générations. J'ai commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas il y a des années, a-t-elle dit doucement. La façon dont Linda te traitait, les excuses, le favoritisme si flagrant que cela me mettait mal à l'aise. Elle s'est retournée pour me faire face. Quand ton grand-père était vivant, nous avons essayé d'intervenir. Nous avons mis en place cette fiducie d'études spécifiquement parce que nous craignons que Linda ne gère mal les choses. Son expression s'est assombrie. Nous n'avions jamais imaginé qu'elle volerait sa propre enfant. Tu ne pouvais pas savoir. J'aurais dû regarder plus attentivement. La voix d'Eleanor s'est brisée juste un peu. J'aurais dû poser plus de questions. Quand tu as obtenu ton diplôme avec toutes ces dettes, j'ai proposé d'aider, mais Linda m'a dit que tu refusais. Elle a dit que tu voulais prouver que tu pouvais le faire toi-même. Ma mâchoire s'est serrée. Un autre mensonge. Une autre manipulation. Je l'ai cru. Eleanor a secoué la tête. Je ne ferai plus cette erreur. Elle a plongé la main dans le tiroir de son bureau et a sorti une enveloppe, couleur crème, épaisse. Mon nom était écrit dessus de sa main soignée. C'est le cadeau de fin d'études que j'ai essayé de te donner il y a 6 ans. Linda l'a intercepté, m'a dit que tu n'en voulais pas. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque de 50 000 $ daté de 2020. Et en dessous, une lettre manuscrite à ma petite fille Bianca. Que ton avenir soit plus brillant que quiconque ne l'espère. Tu as toujours été spécial. Ne laisse personne te dire le contraire. Avec amour, grand-mère Eleanor. Les larmes sont venues avant que je ne puisse les arrêter. Je marchais vers ma voiture quand Vicky est apparue. Elle devait attendre dehors, guettant mon départ. Son visage était bouffi d'avoir pleuré, pas de maquillage, les cheveux tirés en arrière en une queue de cheval désordonnée. Elle avait l'air plus humaine que je ne l'avais vue depuis des années. Bianca, attends. Je me suis arrêté mais je ne me suis pas retourné. S'il te plaît, a-t-elle dit, juste 2 minutes. Je me suis tourné, j'ai attendu. Vicky a pris une inspiration tremblante. Je sais que je ne mérite rien de ta part. Je sais ça. Tu as raison. Tu ne le mérites pas. Mais j'ai besoin que tu comprennes. Elle luttait avec les mots. Je ne savais pas pour les cartes de crédit. Pas au début. Quand je l'ai découvert, j'aurais dû dire quelque chose, j'aurais dû l'arrêter. Mais tu ne l'as pas fait. Non. Sa voix s'est brisée. J'avais peur. J'avais tellement peur de devenir toi. Que maman se retourne contre moi comme elle s'est retournée contre toi. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Pas du pardon, pas encore, mais de la reconnaissance. Alors, tu l'as aidé à me blesser, ai-je dit. Pour te protéger. Oui. Vicky a essuyé ses yeux. Je ne te demande pas de me pardonner. Je voulais juste que tu saches. Je comprends maintenant pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Et je suis désolé pour tout ça. Nous sommes restés là, 2 sœurs de part et d'autre d'un fossé qui pourrait ne jamais se refermer complètement. Je ne peux pas te pardonner maintenant, ai-je dit finalement. Peut-être jamais. Mais je comprends pourquoi tu l'as fait. La peur fait faire des choses terribles aux gens. J'ai fait une pause. Regarde maman. Vicky a hoché la tête. Si jamais tu veux parler, je suis là. J'ai besoin de temps. Je sais. Nous ne nous sommes pas enlacés, n'avons pas fait de promesses, nous nous sommes juste fait un signe de tête et avons marché vers nos voitures respectives. Ce n'était pas une conclusion, mais c'était honnête. C'était plus que ce que nous avions jamais eu avant. Une semaine plus tard, le tableau complet a émergé. Tante Patricia m'a appelé avec des nouvelles. Elle était devenue mon agent de liaison officieux avec le chaos familial que j'avais laissé derrière moi. Ta mère a découvert pour le testament, a dit Patricia. Thomas Jameson lui a envoyé la notification. Comment l'a-t-elle pris?
Une pause. Elle a appelé ta grand-mère en hurlant, a menacé de poursuivre, a menacé de contester, a dit qu'Eleanor était sénile et manipulée. Et qu'est-ce que grand-mère a dit? Une phrase. Puis elle a raccroché. C'était quoi la phrase? La voix de Patricia contenait quelque chose comme de l'admiration. Tu as fait tes choix pendant 28 ans. J'ai fait les miens. J'ai laissé ça pénétrer. Et papa, ai-je demandé. Il a déménagé. Il reste avec son frère à Hartford. Les papiers du divorce ont déjà été déposés. 30 ans de mariage défait en une semaine. Et maman, Patricia. Elle appelle tout le monde pour demander du soutien, demandant aux gens de contacter Eleanor en son nom. Personne ne répond. J'aurais dû ressentir du triomphe. Ce n'était pas le cas. Est-ce que tu te sens coupable? M'a demandé Marcus ce soir-là après que je lui ai rapporté la conversation. J'y ai pensé, j'ai vraiment considéré la question. Non, ai-je dit finalement. Mais je ne me sens pas victorieuse non plus. Je me sens juste. Fini. Marcus a attendu. C'est comme une plaie qui a été infectée pendant des années, ai-je continué. Ce qui s'est passé hier, c'était la chirurgie. Ça fait mal. C'est moche. Mais maintenant, ça peut réellement guérir. Il m'a serré contre lui. Est-ce que c'est fini? J'ai pensé au chèque de grand-mère Eleanor déposé sur mon compte. Au message de soutien de parents que je connaissais à peine. Au silence de la femme qui m'avait donné naissance. L'explosion est finie, ai-je dit. Maintenant vient la partie où l'on voit ce qui reste debout. Il s'avère qu'il en restait plus que ce à quoi je m'attendais. 2 mois après la fête des mères, la vie a trouvé un nouveau rythme. Mon score de crédit, débarrassé des cartes frauduleuses de maman, est monté à 748. Mes prêts étudiants ont chuté à 23 000 $. J'avais fait un paiement important avec le cadeau de grand-mère Eleanor, pas pour effacer la dette entièrement, mais pour me prouver que je pouvais la gérer. Marcus et moi avons emménagé ensemble. Un nouvel appartement à Cambridge, une chambre de plus que mon ancien chez moi, une cuisine avec un vrai plan de travail. Nous l'avons choisi ensemble. L'avis de personne d'autre n'a été demandé ou requis. Papa est venu le voir le jour du déménagement. Il a apporté une plante d'intérieur et une bouteille de vin. Ses yeux étaient fatigués, mais il y avait quelque chose de plus léger en eux. Comment vas-tu? Ai-je demandé pendant que Marcus déballait des cartons dans l'autre pièce. Ça va, petit à petit. Il a posé la plante sur le rebord de la fenêtre. Le divorce sera finalisé le mois prochain. Je reste avec ton oncle Bill jusqu'à ce que je décide de ma prochaine étape. Et émotionnellement? Il a réussi à un petit sourire. 28 ans de mensonges, c'est beaucoup à digérer, mais tu sais quoi? Je ne regrette pas un seul jour d'avoir été ton père. Pas un seul. Nous nous sommes étreints pendant un long moment. Les dîners du dimanche sont devenus notre nouvelle tradition. Juste nous. Parfois Marcus se joignait à nous. Parfois grand-mère Eleanor descendait du Connecticut. Des heures simples, calmes. Puis, 3 semaines après notre emménagement, une enveloppe est arrivée. Pas d'adresse de retour. Cachet de la poste de l'Ohio. À l'intérieur, une seule feuille de papier. Une lettre. Chère mademoiselle Moore, j'ai reçu votre profil ADN via 23andMe et j'ai découvert que nous partageons un lien biologique. Je m'appelle Michael. Je crois que je pourrais être votre père. Je ne cherche rien de votre part. Je pensais juste que vous devriez savoir que j'existe. Si jamais vous voulez parler, je suis là. Un numéro de téléphone était imprimé en bas. J'ai fixé la lettre pendant 3 jours avant de la montrer à Marcus. Qu'est-ce que tu en penses? A-t-il demandé. Je ne sais pas. J'ai passé 28 ans avec un père. Maintenant, il pourrait y en avoir 2. La lettre de Michael était prudente, respectueuse. Il n'exigeait pas une relation ni ne s'insérait dans ma vie. Il se faisait simplement connaître. Selon les brefs détails qu'il avait partagés, lui et ma mère avaient été collègues il y a près de 30 ans. Une brève relation. Elle y avait mis fin soudainement, et il n'avait jamais su pourquoi. Il avait déménagé dans l'Ohio, construit une vie, eu d'autres enfants. Quand un parent a mentionné le scandale familial qui s'était répandu via des chuchotements sur les réseaux sociaux et des potins, il avait fait un test ADN. La correspondance était concluante. Il ne demande pas à être ton père, a dit Marcus prudemment.
Richard est ton papa. Ce type le sait. Je sais, mais... Mais si je veux le connaître un jour? Pas maintenant, mais... Éventuellement. Marcus a pris ma main. Tu as passé 28 ans à laisser d'autres personnes définir ton identité. Ta mère a décidé qui tu étais censé être. Ta famille l'a cru. Il a serré doucement. C'est ton choix. Celui de personne d'autre. J'ai pensé à cela pendant un long moment. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et composé un court email. Cher Michael, j'ai reçu votre lettre. Merci de m'avoir contacté avec tant de respect. Je ne suis pas encore prête à nous rencontrer ou à parler. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça, mais je voulais que vous sachiez que j'apprécie que vous n'insistiez pas. Je vous contacterai quand et si je suis prête. Pour l'instant, merci de m'avoir fait savoir que vous existez. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai fermé l'ordinateur et préparé le dîner. Certaines réponses peuvent attendre. J'avais déjà trouvé celle qui comptait le plus. Elle s'est pointée un mardi. Je quittais mon immeuble de bureau quand je l'ai vue debout près de l'entrée, plus mince que dans mon souvenir, plus vieille. Les vêtements de créateur remplacés par quelque chose de plus simple. Bianca. J'ai arrêté de marcher. J'essaie de te joindre, a-t-elle dit. Tu as bloqué mon numéro. Mes emails me sont revenus. C'est intentionnel. Je sais. Je juste. Elle a fait un pas en avant. J'ai beaucoup réfléchi à tout et je voulais dire. Arrête. Elle s'est figée. Tu ne peux pas faire ça, ai-je dit calmement. Tu ne peux pas te pointer à mon travail et prétendre que nous avons un moment de réconciliation. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les limites. Je suis ta mère. Tu es la femme qui m'a volé, qui a menti à mon sujet, et qui m'a psychologiquement abusé pendant 28 ans parce que tu ne pouvais pas affronter ta propre culpabilité. J'ai gardé ma voix égale. On ne va pas prendre un café et discuter des choses. Nous ne sommes pas en thérapie familiale. Nous ne sommes rien. Tu ne peux pas juste me couper de ta vie pour toujours. Je ne te coupe pas de ma vie pour toujours. Je te coupe de ma vie jusqu'à ce que tu apprennes que mon nom veut dire non. J'ai soutenu son regard. Ça pourrait être pour toujours. C'est ton choix maintenant, pas le mien. Son visage s'est effondré. Pendant un instant, j'ai vu la fille de 17 ans qui avait fait une erreur et passé des décennies à essayer de l'enterrer. Mais la sympathie et les limites ne sont pas mutuellement exclusives. Au revoir, maman. Je suis passé devant elle pour aller à ma voiture. Elle n'a pas suivi. Alors que je sortais du parking, j'ai aperçu son reflet dans le rétroviseur, toujours debout là, me regardant partir. Mes mains étaient stables sur le volant. Pour la première fois de ma vie, elle ne tremblait pas. C'est à ça que ressemble la liberté. Si vous écoutez cette histoire et que vous vous y voyez, je veux vous dire quelque chose. Vous n'êtes pas ce qu'ils disent que vous êtes. Vous n'êtes pas la déception. Vous n'êtes pas la difficile. Vous n'êtes pas l'enfant à problème ou le mouton noir ou peu importe l'étiquette que les gens qui devraient vous aimer ont choisi de vous coller au lieu d'examiner leurs propres échecs. Parfois, les gens les plus proches de nous sont ceux qui nous blessent le plus. Et fixer des limites avec eux, refuser d'absorber leur cruauté, ce n'est pas égoïste, c'est de la survie. Ma mère m'a envoyé une facture de 347 000 $. Elle a calculé le coût de mes couches, de mon appareil dentaire, et de mes fêtes d'anniversaire. Mais elle n'a jamais calculé le coût de ce qu'elle m'a fait. Les années à me demander pourquoi je n'étais pas assez bien, les nuits à pleurer seul, les opportunités volées, la confiance écrasée. Il n'y a pas de prix pour ça. Et il n'y a rien qu'elle puisse payer pour me récupérer. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Peut-être qu'un jour je lui reparlerai. Peut-être pas, mais pour la première fois de ma vie, c'est mon choix, pas le sien. Papa et moi dînons ensemble chaque dimanche. Grand-mère Éléanore appelle chaque mercredi. Je reconstruis lentement des liens avec des cousins et des tantes qui me voient enfin clairement. Et Marcus, il m'a demandé la semaine dernière si je voulais regarder les bagues de fiançailles. J'ai dit oui. La vie continue. Différente, meilleure, la mienne. Alors, si vous êtes là-bas, piégé dans votre propre version de cette histoire, sachez qu'il y a un autre côté. Sachez que la vérité a du pouvoir. Sachez que les limites sont des ponts vers la liberté. Vous valez plus que les gens qui n'ont pas su vous aimer.
Je suis Bianca Moore et ma facture est payée en totalité. Merci d'être resté avec moi à travers cette histoire. Si une partie a résonné en vous, si vous vous êtes déjà senti comme la déception dans votre propre famille, laissez un commentaire. Racontez-moi votre histoire. Parfois, juste dire moi aussi il suffit. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, sur les drames familiaux, sur la justice, sur le fait de trouver sa voie, regardez les vidéos dans la description. Il y a toute une playlist qui vous attend. Rappelez-vous, votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui ont échoué à la voir. Je suis Bianca Moore et ma facture est payée.